Bonjour à toutes et tous. Voilà, moi je suis Patrice Tis, je suis chercheur INRAE dans l'UMR AGAP, AGAP Institut. AGAP, c'est pour amélioration génétique et adaptation des plantes. Voilà, je suis depuis maintenant près de 30 ans, je travaille sur la vigne et sur les aspects génétiques. Et de plus en plus, voilà, on réfléchit effectivement sur les aspects création variétale. Et donc là, j'avais proposé effectivement de vous présenter quelque chose autour des idéotypes. Alors, ça ne peut pas passer. Voilà. Alors, vous savez sans doute effectivement que depuis finalement bon, on va dire une dizaine, 10 à 15, ou même peut-être une vingtaine d'années, on développe des nouvelles variétés qui sont des variétés résistantes aux maladies. Et donc, je vous ai mis là sur la diapositive quelques variétés récemment inscrites par INRA, mais qui ont été obtenues par un ensemble de partenaires de la filière. Et donc, voilà, on a, quand on parle souvent de ces variétés, on parle de variétés résistantes. Ceci dit, la résistance aux maladies n'est pas effectivement le seul objectif à prendre en compte. Et effectivement, sur ces variétés-là, on a eu, on a en tout cas essayé de chercher d'autres objectifs. Et donc, auprès de la profession aujourd'hui, il y a réellement vraiment un renouveau de la demande variétale pour à la fois du matériel résistant aux maladies, bien sûr, mais qui présenterait d'autres caractères, en particulier, par exemple, du matériel qui serait mieux adapté au futur climat. Si vous voulez, voilà, on essaye de réfléchir à cela et en particulier se dire comment on peut définir ces objectifs ou encore on peut parler effectivement d'idéotypes pour le futur. Et donc, ma présentation va vraiment s'articuler autour de ce point-là, de la définition des idéotypes. Et parce que, enfin, voilà, comme vous le savez sans doute, la sélectionner, c'est effectivement d'abord définir ses objectifs. Alors voilà, j'utilise souvent ce petit schéma pour dire, voilà, par exemple, quand on veut aller en vacances, on se donne un objectif, on se dit on veut aller à la mer et donc on va essayer de regarder où elle est et pas forcément aller là où elle se trouve aujourd'hui, mais aussi se réfléchir à demain. Et donc, effectivement, quand on fait de la sélection sur la vigne aussi, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on réfléchisse à ces objectifs. Et si effectivement, vous me dites, voilà, c'est ça que je veux, une variété de ce type, voilà, je crois qu'on peut toujours se dire, celle-là, on l'aura peut-être dans 1000 ans. Et donc, voilà, définir ses objectifs, c'est finalement, ça peut paraître simple. On peut se dire, voilà, on a des objectifs, c'est simple et on les applique, mais je trouve que c'est pas si simple que ça, à tel point que, voilà, en 2014, on avait organisé à l'époque, on parlait d'INRA, d'une école chercheur, effectivement, entièrement, enfin toute une semaine entièrement dédiée à la question de la conception, la définition et la conception des idéotypes. Voilà, c'est pour dire que ça peut quand même mobiliser un certain nombre de compétences. Si jamais vous êtes intéressé par ce bouquin, je peux vous envoyer une version PDF si ça vous intéresse. Alors, mon premier point, c'est d'abord effectivement que désigne-t-on sous ce vocable d'idéotype? Bon, et forcément, on parle de plantes et de vignes, donc bien sûr, ça va d'abord concerner une plante ou des plantes. Donc, quelque part, on doit effectivement réfléchir à des caractéristiques de cette vigne cible que l'on veut obtenir. Ceci dit, c'est pas à vous que je vais le dire, mais enfin, j'ai pas besoin, on va dire plutôt de faire un dessin. La vigne,
on va la mettre dans un environnement donné. Et donc, vous imaginez bien que si je veux faire une vigne qui résiste à l'environnement qui est en haut, ici, qui est sur une des îles alors je ne sais plus si c'est les Canaries ou une autre île, vous imaginez bien que c'est pas tout à fait le même objectif que je dois avoir par rapport, par exemple, ici, alors je suis désolé, la photo est pas très jolie, mais de la vigne sous photovoltaïque va aussi être dans un environnement un petit peu différent. Et puis, de la même façon, une vigne, vous allez la mettre dans un vignoble et la suivre avec un mode de conduite donné, un mode de vinification aussi particulier qui va également modifier un peu l'objectif que l'on doit se donner. Et enfin, effectivement, sur la vigne en particulier, le contexte réglementaire est très important et donc on peut se positionner dans tel ou tel contexte réglementaire défini. Donc, si vous voulez, moi je définis un peu cet idéotype comme voilà, une vigne dans un environnement donné, avec un mode de conduite et un mode de vinification bien particulier, dans un contexte réglementaire bien défini. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, quelles sont finalement un peu les étapes que l'on doit prendre? Alors, j'ai repris un des schémas du livre, enfin du livre que l'on avait réalisé lors de l'école chercheur, avec une étape finalement, une démarche, pardon, en fait, avec trois étapes. Une première étape qui est vraiment la définition de l'objectif. Donc, on voit l'objectif. Après, on essaye de faire la conception et on regarde si cet objectif est faisable. Et puis, en dernier point, on parle d'évaluation. Alors, dans ma présentation, je vais plutôt parler à la fois de l'aspect objectif et de l'aspect conception. Et donc, si on reprend cette partie objectif, vous voyez, bon, on parle d'un contexte. Alors, j'en ai déjà parlé. Il est clair qu'on peut aussi, quand on réfléchit au contexte, se dire, on est dans un contexte changeant et en particulier quand on parle du changement climatique, on est clairement dans un contexte changeant et donc on peut aussi se dire, eh bien, on va utiliser un certain nombre de scénarios pour comprendre quel sera, par exemple, l'environnement dans 50 ans euh, en Occitanie ou ailleurs en France ou dans le monde. Et donc, voilà, une fois qu'on a un peu le contexte, on va définir les contraintes, les objectifs, et pour aller vers ce cahier des charges qui nous permettra derrière de concevoir l'idéotype. Et donc, j'ai mis aussi, il y a aussi là un petit carré là qui est aussi très important, ce sont les acteurs. Et en fait, si vous voulez, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que la définition d'un idéotype, au moins dans la partie, l'étape de définition, doit être collective. Alors, on parle de collective ou de participative comme vous préférez. Et donc, en ce qui concerne en particulier les compétences au niveau scientifique, je pense qu'il faut effectivement qu'on ait un parterre, enfin un ensemble de scientifiques qui présentent des compétences complémentaires. Je le disais, il faut qu'on réfléchisse sur les modes de conduite, du coup des agronomes, sur un certain nombre d'autres aspects, par exemple réglementaires, donc des chercheurs plutôt en sciences sociales. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être pluridisciplinaire. Et puis, on est quand même sur la vigne et je pense qu'il faut aussi qu'on mette ensemble un certain nombre de représentants de la filière. Alors, je mets toute la filière, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on aille vraiment depuis le producteur jusqu'au consommateur. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi finalement inclure toute la filière? Je voulais juste vous présenter un peu
enfin voilà, un peu une expérience que je fais. Alors, je fais pas énormément de cours, mais je fais un ou deux cours en particulier sur la sélection. Et dans ce cours, j'ai inclus un petit jeu de rôle. Et donc voilà, dans la classe, bon, c'est par exemple des étudiants de master 1 ou de master 2. Ben, en fait, je sépare un peu la salle, enfin la classe en trois groupes et je leur dis, voilà, vous êtes soit un groupe, vous êtes des consommateurs, un groupe des producteurs et un groupe des distributeurs. Alors, on travaille sur le raisin de table parce que c'est un peu plus simple, il n'y a pas de transformation, c'est plus simple pour un cours. Et donc, ce que je leur demande, c'est à chacun de ces quatre groupes euh, d'identifier oui, ou de voir quelles seraient les caractéristiques d'un bon raisin pour chacun de ces quatre groupes. Et donc, vous avez là, par exemple, le résultat ouais, j'ai fait mon cours il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. Et donc, vous voyez un peu les différents traits qui ont été identifiés par chacun de ces trois groupes. Alors, vous voyez déjà que effectivement, il y a un certain nombre de traits. Bon, donc effectivement, j'en avais demandé 4 ou 5, mais ce qui est d'abord très important, c'est selon qu'on est consommateur, distributeur ou producteur, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Hein, vous le voyez bien, il n'y a absolument pas de critères qui finalement ressortent. Alors, il m'est arrivé dans d'autres années d'avoir quelques critères qui ressortent, mais en général, effectivement, vous avez des critères très différents. Et donc là, enfin, je leur ai demandé de n'en citer que 3 ou 4. Si on va beaucoup plus loin, vous imaginez bien qu'on peut très vite arriver à un très très grand nombre de traits. Alors là, c'est le cas pour les raisins de table. J'ai également, enfin, c'est à peu près, on aurait la même chose à peu près sur des cépages de cuve. Et là, je vous montre simplement un exemple qui a été fait sur une étude d'idéotype en Val-de-Loire. Et donc, où on a demandé effectivement soit au vignoble, soit à la cave, quelles étaient les difficultés et donc quels étaient finalement les traits qui étaient pour eux les plus importants. Et vous voyez là encore, forcément, on n'a pas du tout les mêmes questionnements ou les mêmes traits. Enfin, on n'a pas les mêmes caractéristiques, qu'on soit au vignoble ou à la cave. Et donc, voilà, si plus on va en plus là on a que enfin moi nous on n'avait que 3 groupes, vous imaginez que si on en met plus dans une vinification vous en aurez forcément plus. Donc voilà. Alors, la difficulté, effectivement, c'est que derrière, quand on va faire de la sélection, ben, on ne va pas pouvoir effectivement considérer un très, très grand nombre de critères. Et donc, quelque part, il va falloir effectivement faire de la hiérarchisation. Et donc le deuxième un peu enseignement de ce petit jeu de rôle, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de traits qui sont finalement complètement indépendants. Hein, voilà, qu'on soit sans pépins, ferme et résistant, c'est des critères, des caractères qui sont complètement indépendants. Dans ce cas-là, on n'a pas trop de caractères complémentaires. Bon, par contre, un des points effectivement aussi extrêmement important, c'est que vous avez des fois des caractères qui sont finalement opposés. Et donc là, vous voyez, par exemple, les consommateurs qui veulent plutôt une peau fine, les distributeurs des raisins qui se conservent bien et le producteur des raisins qui sont plutôt résistants, et ben effectivement, globalement, le caractère, enfin, pour les distributeurs et les producteurs, la peau fine est finalement opposée
à ces deux caractères-là. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, quand on est aussi en train d'essayer d'identifier des idéotypes, eh ben, il faut à un moment aussi arriver à faire des compromis. Et donc, voilà. Alors, ça peut aussi être un peu la même chose que la hiérarchisation, mais quelque part, il faut des compromis aussi dans les discussions. Et donc maintenant, si on regarde effectivement l'étape de la conception, et donc là, vous avez effectivement donc les leviers génétiques, c'est un petit peu ce que moi là sur lesquels je travaille. Vous avez aussi, comme je l'avais dit, de toute façon, il faut prendre aussi en compte les leviers techniques, la conduite, quel type de conduite on va avoir avec quel type de cépage. Mais effectivement, globalement, si vous voulez, enfin, les critères que l'on aura définis dans la première étape peuvent ne pas être faciles à obtenir. Et donc, voilà, on sait bien, par exemple, que chez les plantes, chez la vigne et toutes les plantes, il y a forcément des freins biologiques. Par exemple, si on veut créer une variété résistante aux maladies, eh ben, il faut que ce trait existe effectivement dans l'espèce, hein, et donc ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de la vigne cultivée. Et c'est pour ça, effectivement, que quand on va vouloir faire des variétés résistantes, on va introduire des gènes de résistance d'autres espèces. Mais j'ai aussi pris un exemple aussi parlant que vous avez là sur la photo, qui sont, vous avez là, sur la photo, vous avez des baies d'une espèce qui est l'espèce Muscadinia rotondifolia, qui est une espèce plutôt, on va dire, semi-tropicale, qui aux États-Unis est cultivée en Floride. Et donc, vous voyez en particulier un certain nombre de couleurs que l'on peut rencontrer dans cette espèce, mais qu'on va effectivement avoir énormément de mal à rencontrer chez la vigne. Donc, si on veut effectivement aller vers des espèces, des variétés avec des couleurs de baies atypiques, et là aussi, on aura quelque part un peu un frein biologique. Attention aussi, quand on essaye derrière de concevoir les idéotypes, on va aussi clairement avoir derrière des freins génétiques. Et donc, voilà, par exemple, il faut être sûr que on n'est pas, si on considère un caractère donné, on n'est pas des caractères contraires ou défavorables à la variété qui soient liés génétiquement. Par exemple, on pourrait imaginer que quand on travaille avec des résistances qui sont qui proviennent d'espèces apparentées, que l'on introduise aussi des gènes de goût enfin, désagréables, et que génétiquement, ces caractères soient extrêmement liés et que par recombinaison, par les croisements, on n'arrive pas à casser cette liaison génétique. Donc ça fait aussi partie un peu des freins, ou en tout cas des choses qu'il faut tenir compte quand on va aller vraiment vers la conception. Et puis enfin, et je finirai là-dessus, je pense que je dois à peu près être dans mes 20 minutes, il faut aussi faire attention un peu aux freins de connaissance. Alors quand on dit on veut une variété résistante, en particulier à l'oïdium ou au mildiou, aujourd'hui, on sait à peu près qu'il faut introduire un certain nombre de gènes de résistance qu'on connaît. On connaît une petite dizaine de gènes de résistance contre l'oïdium, contre le mildiou. Et donc là, on sait à peu près ce qu'on peut faire et comment avancer. Par contre, quand on se dit, ben voilà, on voudrait une vigne résistante à la sécheresse,
Et malheureusement, ben, aujourd'hui, ça veut dire, enfin voilà, on n'est pas tout à fait sûr de ce que cela veut dire. Et parce que, effectivement, par exemple, pour combattre la sécheresse, la vigne peut avoir différents types de réponses. Alors, on peut, il peut y avoir aussi des différences de réponse entre le greffon et le porte-greffe, mais si par exemple on s'intéresse au greffon, on peut avoir des vignes qui sont tolérantes et donc qui, qui sont affectées et qui effectivement vont avoir une réduction en particulier du rendement, et ça, c'est pas forcément ce que le viticulteur va vouloir. On peut avoir des vignes qui échappent un petit peu à la sécheresse. Donc, par exemple, soit elles ralentissent un peu la prise d'eau dans le sol, soit elles font un cycle très rapide pour essayer de faire les raisins avant que la sécheresse arrive. Et puis, voilà, il peut y avoir aussi des plantes qui évitent, c'est-à-dire qu'elles ne ressentent pas du tout le déficit hydrique et elles continuent à pousser. Et donc, tout ça, c'est des réponses différentes. Et en plus, derrière, ben, on n'est pas aujourd'hui complètement sûr de quels sont les traits à choisir, quels sont, et en plus, on en est encore très loin de savoir quels sont les gènes et quelles sont les zones du génome qui sont impliquées. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bon, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça de réfléchir aux idéotypes. Et donc voilà, simplement une dernière diapo pour résumer un peu ce que j'ai dit. Ben, donc effectivement, il faut bien définir ses objectifs. Euh, L'idéotype n'est pas que la plante, et c'est bien la plante dans un environnement, dans un ensemble de contraintes qu'il faut prendre en compte également. Alors, la définition, enfin, donc il y a plusieurs, effectivement, au moins 3 étapes dans la réalisation des idéotypes. La première étape qui est la définition, elle doit être, à mon avis, participative, et puis prendre en compte l'ensemble ce que j'ai appelé clients, donc enfin, en gros, l'ensemble de la filière. Euh, on aura besoin, quoi qu'il en soit, de hiérarchiser les traits, de faire des compromis. Alors, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait ça. Je vois qu'il y a Charlotte Brault est là. Elle a travaillé un petit peu sur, par exemple, des index qui pourraient permettre de hiérarchiser certains traits à sélectionner. Et puis, voilà, l'étape de conception est également très importante. Et attention effectivement à tous ces freins que l'on peut identifier. Et voilà, je vous remercie. Merci Patrice.